Dans le tumulte vibrant de l'aéroport Charles de Gaulle, où les voyageurs se pressent comme des fourmis dans une fourmilière, Amélie et Sophie Dubois, deux jumelles de 17 ans, se tiennent côte à côte, leurs doigts crispés sur leur carte d'embarquement en première classe. Leur cœur bat d'excitation à l'idée de ce voyage à Boston, un périple qui représente bien plus qu'une simple visite de campus universitaire. Élève brillante d'un lycée privé parisien prestigieux, elle s'apprête à découvrir les universités américaines, un rêve nourri par des années de travail acharné et l'espoir d'un avenir prometteur. Leur tenue, des sweats confortables, des jeans décontractés et des baskets impeccables, trahissent que leur jeunesse, mais leur visage identique, encadré de tresses soignées, rayonne d'une assurance tranquille. Pourtant, dès qu'elle s'approche du comptoir d'enregistrement d'Air France Étoile, un froid glacial semble s'abattre sur elle. François Martin, l'agent au comptoir, un homme d'âge moyen au regard fuyant, les ignore ostensiblement, ses yeux glissant sur elle comme si elles étaient invisibles. « Suivant !» lance-t-il d'un ton sec, s'adressant à un couple de voyageurs blancs derrière elle. Amélie, l'aînée des jumelles de quelques minutes, sent une pointe de colère monter en elle, mais elle garde son calme, un réflexe appris face à ce genre de malentendu trop familier. Sophie, toujours plus impulsive, s'éclaircit la gorge poliment. « Excusez-moi, monsieur, nous étions les prochaines. » Le sourire de François disparaît instantanément, remplacé par une grimace à peine dissimulée. « Vous attendrez votre tour, » rétorque-t-il, continuant à taper sur son clavier pour le couple qu'il sert avec une amabilité exagérée. « Boston, quelle belle destination! Vous allez adorer les musées là-bas. » Amélie et Sophie échangent un regard, reconnaissant cette invisibilité qui, bien qu'habituelle, n'en est pas moins cinglante. Elles patientent tandis que François prend son temps, discutant avec le couple de la météo et des restaurants à ne pas manquer, jetant de temps à autre un coup d'œil narquois aux jumelles, comme s'il savourait leur attente. Après avoir servi 3 autres voyageurs blancs, François daigne enfin leur faire signe d'avancer. « Billets et pièces d'identité », aboie-t-il sans lever les yeux. Amélie pose leur carte d'embarquement et leur carte d'étudiant sur le comptoir. François hausse un sourcil en voyant les billets de première classe. « Première classe, vous êtes sûr d'être au bon comptoir ?» Son ton, chargé de sous-entendus, suggère qu'elles ont commis une erreur impensable. « Oui, notre père a acheté ces billets pour nous, » explique Sophie calmement, bien que sa voix tremble légèrement. « Nous allons visiter des universités à Boston. » François saisit les cartes entre son pouce et son index, comme s'il craignait de se salir. « Ça ne semble pas correct. Où avez-vous obtenu ces billets ?» La question, lourde d'accusations implicites, insinue qu'elle pourrait être frauduleuse. « Notre père les a achetés directement auprès de la compagnie, » répond Amélie, sa patience s'effritant. « Y a-t-il un problème ?» François pince les lèvres. « Je dois vérifier cela, et j'ai besoin d'une autre pièce d'identité. Les cartes d'étudiants ne suffisent pas. » Derrière elle, la file s'allonge et les regards des autres voyageurs commencent à peser. « Nous avons 17 ans, » explique Sophie. « Notre père nous a assuré que les cartes d'étudiants suffiraient pour un vol intérieur. » François pousse un soupir théâtral. « Eh bien, on a mal informé votre père. Attendez ici. » Il disparaît dans un bureau à l'arrière avec leurs billets et leurs cartes, laissant les jumelles plantées là, mal à l'aise, sous les regards curieux des autres passagers. Pendant près de 15 minutes, elles restent immobiles, tandis que d'autres agents continuent d'enregistrer les voyageurs arrivés après elles. Des éclats de rire s'échappent du bureau où François s'est retranché, accentuant leur sentiment d'humiliation. Lorsqu'il revient enfin, François pose bruyamment de nouvelles cartes d'embarquement sur le comptoir. « Erreur dans le système », annonce-t-il assez fort pour que tout le monde entende. « Vous avez été réaffecté en classe économique, porte 28. » Amélie examine les cartes, perplexe. « Mais ce ne sont pas les sièges réservés par notre père. Nous sommes censés être en première classe. » François se penche vers elle, baissant la voix. « Écoutez, je ne sais pas quel genre d'arnaque vous essayez de monter, mais la première classe n'est pas pour tout le monde. Soyez contente d'être sur ce vol. » Le sous-entendu raciste est clair, et Sophie, piquée au vif, ouvre la bouche pour répliquer. Mais Amélie pose une main ferme sur son bras, un geste qui rappelle leur éducation.
La colère justifiée des jeunes femmes noires est trop souvent utilisée contre elles. Notre père a spécifiquement réservé des sièges en première classe, insiste Amélie, gardant son calme. Je voudrais parler à un superviseur. Le visage de François se durcit. Le superviseur est occupé. Si vous avez un problème, réglez-le à la porte d'embarquement. Suivant. Humiliées, les jumelles ramassent leurs nouvelles cartes et s'éloignent sous le regard satisfait de François, qui murmure quelque chose à un collègue en ricanant. Sophie, hors d'elle, chuchote. On devrait t'appeler papa. Amélie secoue la tête. Il est en réunion importante avec le conseil d'administration aujourd'hui. Il nous a dit de ne l'appeler qu'en cas d'urgence absolue. Sophie marmonne. Ça ressemble à une urgence pour moi. Mais elle sait que sa sœur a raison. Leur père, Étienne Dubois, a travaillé sans relâche pour atteindre son poste actuel. Et elles ne veulent pas le déranger pour quelque chose qu'elles pensent pouvoir gérer seules. Le contrôle de sécurité s'annonce comme un nouveau calvaire. Alors que les voyageurs blancs passent avec un minimum de formalité, les jumelles sont sélectionnées au hasard pour un contrôle approfondi. Claire Dupont, une agente de la TSA, les dirige vers une file séparée avec un sourire narquois. « Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» demande Amélie poliment. « Nous sommes déjà en retard pour notre vol. » Claire plisse les yeux. « Vous mettez en question les protocoles de sécurité? Je peux rendre cela bien plus compliqué si vous préférez. » Sa main plane sur son talkie-walkie, une menace à peine voilée. Sophie, sentant l'escalade, intervient rapidement. « Non, madame, nous comprenons. » Claire ordonne aux jumelles de vider complètement leur sac. Amélie grimace en voyant son ordinateur portable contenant tous ses travaux scolaires, manipulés sans ménagement. « Faites attention, s'il vous plaît, » dit-elle avant de se retenir. Claire la toise. « Si vous tenez à vos affaires, vous ne devriez peut-être pas prendre l'avion. » Elle fouille leurs vêtements, lit des notes personnelles dans leur carnet et ouvre même une enveloppe scellée contenant les médicaments d'allergie d'Amélie, renversant les pilules sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-elle, comme si elle avait trouvé de la drogue. « Fexofenadine, pour mes allergies, » explique Amélie, pointant l'étiquette de la prescription. Claire ignore l'explication et met les médicaments de côté pour un contrôle supplémentaire. Pendant ce temps, un autre agent procède à une fouille corporelle invasive, ses mains s'attardant d'une manière qui met les jumelles mal à l'aise. Claire commente à voix haute. « Ces coiffures élaborées, il faut toujours vérifier ce qu'on cache là-dedans. » Plusieurs agents rient, comme s'ils partageaient une blague interne. Une femme d'âge mûr, Madame Isabelle Lefebvre, observe la scène avec indignation. Elle sort son téléphone pour filmer, mais un superviseur de la TSA intervient immédiatement. « Madame, filmer les procédures de sécurité est interdit. Supprimez cette vidéo tout de suite. » Isabelle proteste. « Ce qu'ils font à ces jeunes filles est injuste. » Le superviseur hausse le ton. « Supprimez-la, ou je devrais vous retenir pour interrogatoire. » À contre-cœur, Isabelle obtempère, jetant un regard désolé aux jumelles. L'épreuve de sécurité dure près de 45 minutes, laissant leurs affaires en désordre et leur ordinateur rayé. Claire, avec une fausse amabilité, leur souhaite un bon voyage, tout en les pressant de se dépêcher pour ne pas rater leur vol. Sophie, tremblante de frustration, sort son téléphone. « On doit appeler papa maintenant. » Amélie vérifie l'heure. « Il est en réunion stratégique. On lui racontera tout ce soir. On va régler ça nous-mêmes à la porte d'embarquement. » Mais c'est le débouté. Elle se hâte vers la porte 28, ignorant que leur calvaire ne fait que commencer. Affamées et épuisées, les jumelles décident de s'arrêter au Bistrot des Ailes, un restaurant de l'aéroport promettant un service rapide. L'endroit est animé, mais plusieurs tables sont visiblement libres. L'hôtesse, Camille Bernard, une femme blonde d'une trentaine d'années, lève les yeux de son téléphone à leur approche. Son sourire s'efface instantanément. « Combien ?» demande-t-elle d'un ton glacial. « 2, s'il vous plaît, » répond Amélie. Camille consulte son tablette avec exagération. Il y a environ 45 minutes d'attente. Sophie, incrédule, désigne les tables vides. Mais il y a au moins 5 tables libres là-bas. Camille pince les lèvres. Elles sont réservées. Amélie, anticipant l'excuse, sort son téléphone et affiche le site du restaurant.
Votre site indique que vous ne prenez pas de réservation. Premier arrivé, premier servi. Le visage de Camille s'empourpre. Le site est obsolète. Nous prenons des réservations maintenant. À cet instant, un couple blanc entre derrière elle. Sans même reconnaître la conversation en cours, Camille s'illumine. 2 personnes? Par ici, s'il vous plaît. Elle les conduit à une table soi-disant réservée. Sophie, à bout, intervient. « Excusez-moi, nous étions là avant, et vous venez de dire qu'il n'y avait pas de place. » Camille se retourne, son expression durcit. « Y a-t-il un problème? » Avant que la situation n'escalade davantage, un homme en chemise et cravate s'approche. Son badge indique Pierre Lemoine, gérant. « Tout va bien, Camille ?» demande-t-il, son regard méfiant fixé sur les jumelles. « Ces filles causent une perturbation, » répond Camille. « Je leur ai dit qu'il y avait une liste d'attente, mais elles exigent une table immédiatement. » Amélie rectifie calmement. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. Votre hôtesse nous a dit d'attendre 45 minutes, alors qu'il y a des tables libres, et elle vient de placer des clients arrivés après nous. » Pierre, sans même regarder les tables vides, réplique. « Je comprends que vous soyez contrarié, mais baissez le ton. Nos clients essaient de profiter de leur repas. » Sophie objecte. « Nous ne sommes pas bruyantes. Nous voulons simplement être traités équitablement. » Pierre croise les bras. « Si vous continuez à faire une scène, je devrais appeler la sécurité. Les règles de l'aéroport nous autorisent à refuser le service aux individus perturbateurs. » Une serveuse maghrébine, Aïcha Khone, observe la scène avec inquiétude. Elle s'approche timidement. « Pierre, je peux les installer à une de mes tables. La numéro 12 vient de se libérer. » Pierre la fusille du regard. « Reste en dehors de ça, Aïcha. Va t'occuper de tes autres tables. » Aïcha hésite, déchirée entre obéir et faire ce qui est juste. Avec un regard d'excuse, elle retourne en cuisine. Pierre se penche vers les jumelles, baissant la voix. « Je vous suggère de trouver un autre endroit pour manger. Nous réservons le droit de refuser le service, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Le message est clair. Leur présence dérange. Déçues et démoralisées, les jumelles s'éloignent. En partant, elles entendent Pierre féliciter Camille. « Bien joué. On ne peut pas les laisser penser qu'ils peuvent tout avoir comme ça. » Dehors, Sophie lutte contre des larmes de rage. « J'en ai marre qu'on nous traite comme ça à chaque fois. » Amélie passe un bras autour de ses épaules. « Je sais, mais on ne va pas les laisser nous briser. On va prendre un sandwich au distributeur et régler cette histoire de billets. » Alors qu'elles s'éloignent, une voix les interpelle. Aïcha, jetant un regard nerveux derrière elle, s'approche rapidement et glisse 2 bons pour le food court dans la main d'Amélie. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » Elle sort son téléphone. « J'ai vu ce qui s'est passé. Pierre et Camille font ça tout le temps aux clients noirs. Si vous portez plainte, je témoignerai. » Elle tape son numéro dans le téléphone d'Amélie. « Je dois y retourner avant qu'ils ne remarquent mon absence. Ne les laissez pas s'en tirer. » Aïcha disparaît, laissant les jumelles abasourdies par cet acte de solidarité inattendu. « Peut-être qu'on n'est pas complètement seul, » murmure Sophie, un éclat de courage revenant dans ses yeux. À la porte 28, leur espoir d'une résolution simple s'effondre. L'agent, Jacques Renaud, un homme d'une 50aine d'années, examine leur carte d'embarquement, son sourire s'évanouissant. « Il y a un problème, » annonce-t-il bruyamment. « Veuillez vous écarter pendant que je vérifie. » Sophie, à bout de patience, rétorque. « Quel problème? Nous avons déjà eu nos sièges changés sans explication. Le service client vient de les corriger. » Jacques plisse les yeux. « Pièce d'identité, et baissez le ton. » Les jumelles présentent leur carte d'étudiant, qu'il inspecte avec une minutie exagérée, tandis qu'il laisse passer d'autres passagers sans presque vérifier leurs documents. « Ces cartes ne semblent pas légitimes, » déclare-t-il enfin. « Elles peuvent être falsifiées facilement. » Amélie, luttant pour rester calme, explique. « Ce sont des cartes officielles de notre lycée. La compagnie a confirmé qu'elles suffisaient pour un vol intérieur. » Jacques attrape le micro du système d'annonce. « Sécurité à la porte 28, s'il vous plaît. »
L'annonce résonne, attirant les regards et les téléphones des autres voyageurs. Un jeune employé de l'aéroport, Julien Moreau, observe la scène depuis un comptoir voisin, son cœur lourd de culpabilité. Il a vu François murmurer à Jacques plus tôt, et il sait que quelque chose ne va pas. Discrètement, il sort son téléphone et commence à filmer, espérant que ce geste discret pourra faire une différence. Sophie, sentant l'injustice atteindre son paroxysme, déclare « C'est de la discrimination. Vous nous retardez parce que nous sommes noirs. » Jacques rougit de colère. « C'est une accusation grave, mademoiselle. Je pourrais vous faire expulser de l'aéroport pour cela. » Avant qu'il ne puisse continuer, une voix féminine interrompt. « Quel est le problème ici, Jacques ?» Une femme d'une cinquantaine d'années, à la peau sombre, s'approche. Son badge indique Monique Leroux, superviseur. Les jumelles ressentent un espoir fugace, pensant qu'elle comprendra leur situation. Monique examine leurs documents, puis les conduit à l'écart. « Merci », commence Amélie. « Nous subissons ce traitement depuis notre arrivée, et nous voulons juste aller à Boston. » Mais le visage de Monique se durcit. « Écoutez-moi bien. Faire une scène et accuser tout le monde de discrimination ne vous mènera nulle part. Les gens comme nous doivent savoir se comporter pour être respectés. » Le choc est brutal. « Les gens comme nous ?» répète Sophie, incrédule. Monique poursuit, implacable. « Vous devez être 2 fois plus poli, 2 fois plus patiente. C'est la réalité. » Elle leur rend leur carte. « Je vais vous laisser embarquer, mais c'est un avertissement. Pas de problème sur mon vol. » Sous le choc, les jumelles avancent vers le pont d'embarquement où un dernier obstacle les attend. Un homme imposant, Bernard Fournier, bloque le passage. « Problème avec vos billets, » dit-il sans ménagement. Suspicion d'activité frauduleuse. Épuisée, elle proteste, mais Bernard les retarde délibérément, laissant passer d'autres passagers. Alors que le flux s'amenuise, il annonce avec un sourire satisfait. « Le vol est complet, vos sièges ont été réaffectés. » Sophie explose. « C'est impossible! Nous avons des billets confirmés. » Bernard appelle la sécurité, et 2 agents arrivent, menaçants. Face à la menace d'une détention, Amélie pose une main sur le bras de sa sœur. « On s'en va, mais ce n'est pas fini. » Escortées par la sécurité, elles s'éloignent, le poids de l'injustice pesant sur leurs épaules. Assise sur un banc isolé, loin de la porte 28, Amélie sort son téléphone, les mains tremblantes. « On doit appeler papa maintenant. » Sophie acquiesce, les larmes aux yeux. Étienne répond immédiatement, sa voix grave teintée d'inquiétude. « Mais chérie, tout va bien? » Amélie, retenant ses larmes, murmure. « Papa, ils ne nous ont pas laissé monter dans l'avion. » Après un silence, Étienne demande. « Racontez-moi tout, depuis le début. » Pendant de longues minutes, elle relate chaque humiliation, chaque nom, chaque détail. À l'autre bout du fil, elles entendent la respiration de leur père devenir plus lourde, puis un craquement, comme un stylo brisé. « Vous avez les noms de tout le monde ?» demande-t-il. « Oui, » répond Amélie. « Bien, » dit-il, sa voix soudain d'acier. « Ne bougez pas, j'active le protocole d'urgence alpha. Vous allez voir ce que ça signifie. Enregistrez tout à partir de maintenant. » La ligne se coupe, laissant les jumelles dans un mélange d'espoir et d'incrédulité, tandis que les écrans de départ de l'aéroport commencent à clignoter, annonçant un changement qui bouleversera tout. L'aéroport Charles de Gaulle est plongé dans un chaos organisé. Les écrans d'affichage clignotent, annonçant des retards en cascade pour tous les vols d'Air France Étoile. Les haut-parleurs résonnent d'une voix monocorde. « Mesdames et messieurs, en raison d'une vérification de sécurité ordonnée par la direction, tous les vols Air France Étoile sont temporairement immobilisés. Veuillez rester à vos portes d'embarquement pour plus d'informations. » Les voyageurs, perplexes, consultent leur téléphone, murmurent entre eux, tandis que les agents de la compagnie, dépassés, tapent frénétiquement sur leurs terminaux. Au cœur de cette tempête, Amélie et Sophie Dubois restent assises sur leur banc dans le terminal principal, leur téléphone en main, suivant les instructions strictes de leur père, Étienne Dubois. « Ne bougez pas, restez visibles et enregistrez tout », leur a-t-il ordonné avant de raccrocher. Les jumelles, encore secouées par les humiliations subies au comptoir d'enregistrement,
Au contrôle de sécurité et au restaurant sentent une lueur d'espoir naître. Leur père, qu'elles découvrent être le nouveau PDG d'Air France Étoile, a déclenché une crise sans précédent pour répondre à l'injustice qu'elles ont endurée. Pourtant, elles savent que ce n'est que le début. Alors que les minutes s'égrènent, leur téléphone vibre presque simultanément. L'écran affiche « Bureau exécutif Air France Étoile ». Amélie, la plus posée des deux, répond en mettant le haut-parleur. Une voix masculine, nerveuse, se présente. « Mademoiselle Dubois, ici Paul-Henri Lefebvre, directeur des opérations clients. Nous sommes profondément désolés pour ce malentendu. Nous avons un jet privé prêt à vous emmener à Boston immédiatement, avec tous les frais pris en charge. » Sophie, les sourcils froncés, répond d'un ton ferme. « Merci, mais nous attendons les instructions directes de notre père, Étienne Dubois. » La voix au bout du fil vacille légèrement. « Bien sûr, je comprends. Mais permettez-nous au moins de vous installer dans notre salon VIP pour votre confort. » Amélie, fidèle aux directives paternelles, décline poliment. « Nous restons ici, dans le terminal principal, comme l'a demandé notre père. » Le silence qui suit est lourd, et l'appel s'achève abruptement. Sophie murmure à sa sœur « Ils paniquent, papa doit vraiment les secouer. » À des kilomètres de là, dans un bureau cossu du siège d'Air France Étoile à Paris, Étienne Dubois, costume impeccable mais regard d'acier, préside une réunion de crise virtuelle avec son équipe de direction. Il vient de révéler sa véritable identité aux jumelles, une information qu'il avait gardée secrète pour évaluer la culture de l'entreprise sans interférence. « Mes filles ont été victimes d'une discrimination systématique aujourd'hui, » déclare-t-il, sa voix tremblante de colère contenue. « Et ce n'est pas un incident isolé. J'ai lancé une enquête interne il y a 6 semaines, et ce que j'ai découvert est inacceptable. Des plaintes pour discrimination étouffée, des employés intimidés, une culture qui tolère l'injustice. Le protocole d'urgence alpha n'est que le début. » À l'autre bout de la ligne, Philippe Beaumont, le plus gros investisseur de la compagnie et membre influent du conseil d'administration, fulmine. Opposé à la nomination d'Étienne dès le départ, il voit dans cette crise une opportunité de le destituer. « Étienne, vous mettez en péril l'entreprise pour une affaire personnelle », s'exclame-t-il. « Immobiliser toute la flotte pour vos filles, c'est une violation de votre devoir fiduciaire. » Étienne, imperturbable, rétorque. « Philippe, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est la preuve d'un problème systémique que vous avez ignoré pendant des années. Mes filles ne sont que les dernières victimes d'une culture que vous avez laissée prospérer. » Il projette sur l'écran un rapport interne accablant. Des statistiques montrant que les plaintes pour discrimination au sein d'Air France Étoile dépassent de 300% la moyenne du secteur, des témoignages d'employés réduits au silence, des preuves de pression exercées pour enterrer les affaires. Ceci, Philippe, représente une responsabilité légale et financière colossale que vous avez dissimulée aux actionnaires. La salle virtuelle se tait, les membres du conseil échangeant des regards nerveux. Pendant ce temps, à l'aéroport, une nouvelle dynamique émerge. Clara Vasseur, une journaliste indépendante connue pour ses enquêtes incisives sur les injustices sociales, est présente dans le terminal, attirée par les rumeurs d'un scandale. Elle remarque Amélie et Sophie, assises dignement malgré les regards curieux des voyageurs. Clara, fidèle à l'esprit français de quête de vérité, s'approche discrètement. « Bonjour, je suis Clara Vasseur, journaliste. J'ai entendu parler de ce qui vous est arrivé. Puis-je vous parler ?» Amélie, méfiante mais consciente de l'importance de la visibilité, accepte. Les jumelles racontent leur calvaire, montrant les enregistrements qu'elles ont collectés. L'échange avec François Martin, la fouille humiliante par Claire Dupont, les commentaires racistes au restaurant. Sophie, passionnée de photographie, partage une image qu'elle a prise par réflexe. François Martin chuchotant à un collègue avec un sourire narquois, une preuve visuelle de son hostilité. Clara, impressionnée par leur sang-froid, tweet immédiatement un résumé de l'histoire, accompagné du hashtag Air France Discrimination. En quelques minutes, le post devient viral, relayé par des milliers de Français indignés, pour qui l'égalité, pilier de la République, est une valeur sacrée. Au même moment, Julien Moreau, le jeune employé de l'aéroport qui avait filmé discrètement l'incident à la porte d'embarquement,
lutte avec sa conscience. Tiraillé entre la peur de perdre son emploi et son désir de faire ce qui est juste, il décide de contacter Clara via les réseaux sociaux, lui envoyant sa vidéo de Jacques Renault annonçant une fausse alerte de sécurité. « Je n'ai pas eu le courage de parler sur le moment », écrit-il, « mais je ne peux plus me taire. » Clara intègre la vidéo dans son fil Twitter, amplifiant l'indignation publique. À l'aéroport, des voyageurs commencent à se rassembler près des jumelles, certains offrant des mots de soutien, d'autres prenant des photos pour partager l'histoire. Une petite manifestation spontanée se forme, des pancartes improvisées proclamant « Égalité pour tous », un écho de la tradition française de protestation sociale. Dans l'ombre, Philippe Beaumont orchestre une contre-attaque. Depuis son bureau luxueux, il contacte Laurent Dubois, aucun lien avec Étienne, le directeur informatique d'Air France Étoile, et lui ordonne d'effacer toutes les traces numériques des incidents, vidéos de sécurité, enregistrements de tickets, tout. « Faites passer ça pour une panne système », insiste-t-il. Laurent, mal à l'aise, commence à accéder au serveur, mais une alerte clignote sur son écran. Accès refusé, protocole alpha activé. Perplexe, il tente à nouveau, sans succès. Puis, son téléphone sonne. « Monsieur Dubois, ici Amélie Dubois », dit une voix calme mais assurée. « Je sais que vous essayez d'effacer les vidéos de l'aéroport. » Laurent, abasourdi, balbutie. « Comment avez-vous ce numéro? Comment savez-vous ce que je fais ?» Amélie, qui a appris à coder auprès d'un mentor à son lycée, répond « Disons que je m'y connais un peu. J'ai sécurisé toutes les preuves sur un serveur cloud hors de votre portée, et j'ai écrit un script qui surveille les réseaux sociaux pour détecter toute publication falsifiée à notre nom. Savez-vous que l'usurpation d'identité est un délit? » Laurent, pris au dépourvu, bredouille une excuse. « Vous avez un choix à faire, » poursuit Amélie. « Aider à couvrir une discrimination illégale ou faire ce qui est juste. » Elle raccroche, laissant Laurent face à un dilemme moral. Pendant ce temps, Philippe Beaumont intensifie ses efforts pour discréditer les jumelles. Des comptes anonymes, liés à des agences de communication qu'il finance, commencent à diffuser des publications prétendument écrites par Amélie et Sophie, les dépeignant comme des adolescentes arrogantes manipulant leur père pour obtenir des privilèges. Des dossiers scolaires falsifiés, suggérant des problèmes disciplinaires, apparaissent en ligne. Mais Sophie, experte en réseaux sociaux, contre-attaque. Elle contacte l'administratrice informatique de leur lycée, Madame Claire Martin, qui confirme l'authenticité de leurs dossiers impeccables et publie une déclaration dénonçant la falsification. En parallèle, Aïcha Koné, la serveuse du bistrot des Ailes, envoie aux jumelles des enregistrements qu'elle a secrètement réalisés. Pierre Lemoine, le gérant, faisant des commentaires racistes sur les clients noirs après le départ des jumelles. « Ces gens-là ne savent pas se tenir dans un établissement de standing », avait-il dit. Aïcha, risquant son emploi, écrit « J'enregistre ces propos depuis des mois, je suis avec vous. » Le hashtag Air France Discrimination devient un cri de ralliement. Des étudiants parisiens, des activistes et même des employés d'Air France Étoile commencent à partager leurs propres expériences de discrimination, décrivant une culture toxique où signaler des abus équivaut à un suicide professionnel. Clara Vasseur, désormais en contact direct avec les jumelles, publie un article en ligne détaillant leur histoire, accompagné des preuves qu'elles ont fournies. La pression publique s'intensifie et des manifestations plus importantes se forment devant le siège d'Air France Étoile à Paris, brandissant des slogans comme « La République, c'est l'égalité ». Étienne, depuis son bureau, suit l'évolution de la situation, coordonnant avec son équipe juridique pour protéger les preuves et préparer une réponse publique. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» demande Sophie lors d'un bref appel. « J'exerce mon autorité », répond-il, implacable. Parfois, il faut paralyser un système pour le forcer à changer. À l'aéroport, une femme élégante s'approche des jumelles. « Amélie, Sophie, je suis Catherine Moreau, vice-présidente des opérations », dit-elle avec un sourire chaleureux, accompagnée de 4 agents de sécurité à distance. « Votre père m'a demandé de veiller à votre confort,
nous avons préparé le salon VIP pour vous éloigner de ce chaos. Amélie, toujours en ligne avec Étienne, répond « Papa, elle veut nous emmener au salon VIP. » La voix d'Étienne grésille. Passez-la en haut-parleur. Catherine, prise de court, tente de garder son aplomb. Étienne, je suis horrifié par ce qui s'est passé. Je veux juste m'assurer que vos filles soient en sécurité. Étienne rétorque, glacial. Mes filles restent dans le terminal public, où leurs interactions sont visibles. Et Catherine, si vous essayez encore d'intimider mes enfants, commencez à vider votre bureau. Catherine, le visage crispé, s'éloigne sans un mot, son escorte sur les talons. Sophie murmure. Papa vient de la remettre à sa place. Amélie, un sourire en coin, répond. Ce n'est que le début. Alors que la tempête numérique gagne en intensité, les jumelles réalisent qu'elles ne sont plus seules. Les témoignages affluent, les soutiens se multiplient et la vérité, portée par leur courage et l'esprit français de justice, commence à ébranler un système qui a trop longtemps fermé les yeux. Mais Philippe Beaumont, tapi dans l'ombre, prépare une contre-attaque plus agressive et la bataille est loin d'être terminée. Le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle, encore frémissant des échos du chaos de la veille, se réveille sous une lumière nouvelle. Les écrans d'affichage, qui avaient clignoté de retard et d'annulation, reprennent un rythme normal, mais l'atmosphère reste chargée d'une énergie particulière. Amélie et Sophie Dubois, assises dans un coin du terminal, viennent de publier un article en ligne, sobrement intitulé « Ce qui nous est arrivé chez Air France Étoile ». Rédigé avec une retenue remarquable, leur récit chronologique détaille chaque humiliation, du comptoir d'enregistrement à la porte d'embarquement, étayé par des enregistrements, des témoignages et des photos, dont celle prise par Sophie montrant François Martin chuchotant avec un sourire narquois. L'article, relayé par la journaliste Clara Vasseur, explose sur les réseaux sociaux. En quelques heures, le hashtag Air France Discrimination devient le sujet le plus discuté en France, incarnant cet esprit républicain où l'égalité, pilier sacré, galvanise les foules. Des voyageurs, des employés et même d'anciens clients partagent leurs propres histoires de traitement injuste, transformant l'expérience des jumelles en un cri de ralliement contre une injustice systémique. Dans les rues de Paris, des étudiants et des activistes organisent des manifestations spontanées devant le siège d'Air France Étoile, brandissant des pancartes proclamant « Égalité pour tous » et « Plus jamais ça ». La France, avec sa longue tradition de résistance sociale, s'embrase pour défendre deux adolescentes qui ont osé défier un géant. À l'aéroport, les jumelles, toujours visibles dans le terminal principal comme leur père l'a ordonné, reçoivent un flot de messages de soutien. Clara Vasseur, désormais leur alliée indéfectible, coordonne la couverture médiatique, publiant des mises à jour en temps réel. Julien Moreau, le jeune employé qui avait filmé l'incident à la porte 28, s'approche timidement. « Je m'excuse de ne pas avoir agi plus tôt », murmure-t-il, les joues rouges de honte. « Mais je veux aider maintenant. » Il leur remet une clé USB contenant d'autres vidéos de caméras de sécurité qu'il a sauvegardées avant que Laurent Dubois, le directeur informatique, ne puisse les effacer. Amélie, touchée par son courage tardif, le remercie. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Aïcha Cohn, la serveuse du bistrot des Ailes, envoie un nouveau message, accompagné d'un enregistrement accablant de Pierre Lemoine, le gérant, ordonnant à son équipe de « filtrer » certains clients pour maintenir une certaine image. « Je risque mon emploi », écrit Aïcha, « mais je ne peux plus me taire. Vous m'avez donné ce courage. » Sophie, émue, répond. « Merci Aïcha. Ensemble, on change les choses. » Pendant ce temps, au siège d'Air France Étoile, Étienne Dubois s'apprête à affronter le conseil d'administration lors d'une réunion d'urgence virtuelle. Philippe Beaumont, l'investisseur influent qui cherche à le destituer, ouvre la session avec un ton grave. « Mes collègues, nous faisons face à une crise sans précédent. Notre PDG a paralysé la compagnie pour une affaire personnelle, mettant en péril nos actionnaires. Je propose de le suspendre immédiatement. » Avant que quiconque ne puisse appuyer sa motion, Étienne intervient,
son calme contrastant avec la fureur de Beaumont. Avant de voter, permettez-moi de présenter les faits. Il partage son écran, affichant un rapport détaillé, des plaintes pour discrimination accumulées sur 5 ans, des témoignages d'employés réduits au silence et des données montrant que les plaintes contre Air France Étoile dépassent de 340% la moyenne du secteur. Ces problèmes ont été systématiquement étouffés, souvent sous l'influence de M. Beaumont, déclare-t-il, son regard perçant fixé sur l'écran. Ce que mes filles ont subi n'est pas une anomalie, mais la preuve d'une culture toxique que nous devons éradiquer. Il révèle aussi des tentatives de destruction de preuves orchestrées par Beaumont, dont les ordres donnés à Laurent Dubois pour effacer les vidéos de sécurité. Laurent, ayant choisi de protéger les preuves après l'appel d'Amélie, envoie un message à Étienne. « Je témoignerai si nécessaire. Je sécurise tout. » La réunion bascule lorsque Étienne diffuse l'enregistrement de Beaumont, menaçant de « détruire » les jumelles lors d'un appel préalable. « Je ruinerai leur réputation, leurs avenirs, tout !» gronde la voix de Beaumont, captée par les micros de la réunion. Les membres du conseil, choqués, se détournent de lui. Marianne Dubois, sans lien de parenté, une ancienne hôtesse de l'air licenciée pour avoir dénoncé des pratiques discriminatoires, intervient par vidéo, invitée par Étienne. « J'ai été forcée de quitter Air France Étoile après avoir signalé qu'on m'avait interdit de porter mes cheveux naturels », raconte-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Ce n'est pas un incident isolé. C'est une culture. Son témoignage, combiné aux preuves des jumelles, brise la résistance du Conseil. La motion de Beaumont s'effondre sans soutien et les membres, craignant un scandale juridique et public, se rallient à Étienne. « Voici ce qui va se passer », annonce-t-il avec autorité. « Nous lançons un programme anti-discrimination complet, formation obligatoire pour tous les employés, un conseil indépendant pour enquêter sur les plaintes et une transparence totale sur nos responsabilités financières. » Il fixe Beaumont à l'écran. « Et si vous persistez à protéger cette culture, Philippe, je m'assurerai que le parquet et les actionnaires en soient informés. » Beaumont, isolé, s'abstient de voter, son influence s'effritant sous le poids des révélations. À l'aéroport, la pression publique s'intensifie. Les chaînes de télévision nationales, de France 2 à BFM, dépêchent des équipes pour couvrir l'histoire, désormais surnommée « le scandale d'Air France Étoile ». Clara Vasseur, infatigable, organise une conférence de presse improvisée dans le terminal où Amélie et Sophie prennent la parole pour la première fois. « Nous ne voulions pas causer un scandale », explique Amélie, sa voix ferme mais mesurée. « Nous voulions simplement prendre notre vol, comme n'importe qui, mais ce que nous avons vécu reflète ce que trop de gens endurent en silence. » Sophie, tenant son téléphone où défilent les messages de soutien, ajoute « Ce combat n'est pas seulement pour nous. C'est pour tous ceux qui se sentent invisibles. » Leur discours, empreint de dignité et de retenue, résonne profondément dans une France attachée à la justice sociale. Une manifestation plus large s'organise à Paris, près de la place de la République, où des étudiants, des syndicats et des associations comme SOS Racisme scandent le nom des jumelles, transformant leur histoire en symbole d'une lutte plus vaste. Philippe Beaumont, désespéré, tente une dernière offensive. Il mobilise ses contacts dans l'industrie aéronautique, convainquant des compagnies partenaires de menacer de rompre leurs accords de partage de code avec Air France Étoile si Étienne reste en poste. Des clients corporatifs, représentant des millions en contrats, laissent entendre qu'ils pourraient se tourner vers des concurrents. Mais Étienne contre-attaque avec une audace calculée. Il publie un rapport accablant sur les pratiques discriminatoires dans l'ensemble de l'industrie aéronautique, montrant que les problèmes d'Air France Étoile ne sont pas uniques. « C'est une défaillance sectorielle », déclare-t-il dans une interview télévisée. « Les compagnies doivent choisir, mener le changement ou être forcées par la régulation et les procès. » Cette stratégie audacieuse et typiquement française dans son appel à une réforme systémique désarme ses adversaires. Les actionnaires, voyant le vent tourner, commencent à se distancier de Beaumont, et son influence s'effondre. 6 mois plus tard, Amélie et Sophie reviennent à l'aéroport Charles de Gaulle,
prête à embarquer pour Boston, cette fois sans crainte. La porte 28, théâtre de leur humiliation passée, est méconnaissable. Une jeune agente, Priya Sharma, vérifie leur carte d'embarquement avec un sourire chaleureux. Bon voyage, mesdames. Boston est magnifique en cette saison. Elle leur rend leurs documents sans inspection excessive, les traitant avec la même courtoisie qu'à tous les passagers. Les jumelles échangent un regard, conscientes que cet accueil anodin représente une victoire durement gagnée. À bord, elles s'installent en première classe, observant les autres voyageurs passer sans les dévisager. L'annonce du capitaine retentit. Mesdames et messieurs, merci de voler avec Air France Étoile. Votre équipage, dirigé par Monique Leroux, vous souhaite un excellent vol. Sophie sursaute en entendant le nom. Quelques instants plus tard, Monique, l'ancienne superviseure qui les avait trahis, s'approche. « Amélie, Sophie, dit-elle doucement, je voulais vous remercier. Ce que vous avez fait a changé cette compagnie, et moi aussi. » Elle raconte comment sa participation au conseil de responsabilité, créé par Étienne, l'a forcée à confronter ses propres compromissions. « J'ai cru que vous aider, c'était vous apprendre à accepter l'injustice. Vous m'avez prouvé que j'avais tort. » Émues, les jumelles hochent la tête. « Ce n'était pas facile, répond Amélie, mais c'était nécessaire. » Le conseil de responsabilité, une initiative révolutionnaire, a transformé Air France Étoile. François Martin, Jacques Renaud, Bernard Fournier et Monique Leroux, initialement réticents, ont participé à des sessions où ils ont écouté des victimes de discrimination, confrontant les conséquences de leurs actes. Monique, en particulier, a marqué un tournant en admettant publiquement avoir reproduit un système qu'elle avait elle-même subi. La compagnie a instauré des formations anti-discrimination approfondies, un système de signalement anonyme et des changements structurels, des pratiques de recrutement équitables, des métriques de satisfaction client repensées et des primes des cadres liées à la réduction des plaintes discriminatoires. Contre toute attente, ces réformes ont renforcé la compagnie. Les analystes, qui prédisaient une chute de 20% de la valeur boursière, ont été démentis. Les scores de satisfaction client ont grimpé, la rétention des employés s'est améliorée et de grandes entreprises, séduites par l'éthique d'Air France Étoile, ont signé de nouveaux contrats. Alors que l'avion amorce sa descente vers Boston, les jumelles réfléchissent à leur parcours. Leur combat, né d'une simple volonté de voyager, a déclenché une vague de réformes dans l'industrie aéronautique française. Le ministère des Transports a lancé des enquêtes sur les pratiques discriminatoires et des commissions parlementaires ont exigé des engagements publics des PDG de compagnies aériennes. En descendant de l'avion, Sophie aperçoit une petite fille noire, assise en classe économique avec sa famille, rayonnante d'excitation. Cet enfant ne saura jamais les batailles menées pour qu'elle puisse voyager sans peur, mais elle en bénéficie déjà. Amélie, posant une main sur l'épaule de sa sœur, murmure « Tout ça en valait la peine. » Leur père, lors des jours les plus sombres du scandale, leur avait dit « La transformation passe par le feu. Les systèmes les plus résistants au changement sont ceux qui en ont le plus besoin. Tenez bon dans votre vérité, et vous créerez un avenir meilleur. » En foulant le sol de Boston, les jumelles savent qu'elles ont non seulement survécu au feu, mais qu'elles ont allumé une flamme qui continue de brûler, éclairant la voie pour d'autres. L'histoire d'Amélie et Sophie Dubois, deux jumelles confrontées à l'injustice dans les couloirs de l'aéroport Charles de Gaulle, résonne comme un puissant appel à la réflexion et à l'action. Leur parcours, marqué par une résilience remarquable face à la discrimination systémique au sein d'Air France Étoile, incarne des valeurs chères à la culture française, l'égalité, la justice et la solidarité. En tant que Français, nous sommes élevés dans l'idée que la République repose sur ses piliers, mais cette histoire nous rappelle que ces idéaux ne sont pas des acquis. Ils exigent une vigilance constante, un courage individuel et une volonté collective de changer les systèmes défaillants. À travers leur combat, Amélie et Sophie nous offrent des leçons précieuses, applicables à notre quotidien, pour construire une société plus juste et plus humaine.
Le premier enseignement tiré de cette histoire est l'importance de ne jamais accepter l'injustice en silence. Les jumelles, malgré leur jeune âge, ont refusé de se résigner face aux humiliations répétées, qu'il s'agisse du mépris de François Martin au comptoir, de la fouille humiliante par Claire Dupont ou du refus de service au restaurant. Leur persévérance, même sous la pression, illustre une vérité universelle. Le silence face à l'injustice équivaut à sa complicité. Dans nos vies, nous pouvons être tentés de fermer les yeux sur des micro-agressions ou des inégalités, par peur des représailles ou par commodité. Mais Amélie et Sophie nous montrent que chaque voix compte, que ce soit en dénonçant un commentaire discriminatoire au travail, en soutenant un collègue marginalisé ou en signalant une injustice dans notre communauté, nous avons le pouvoir d'agir. En France, où la tradition de la protestation sociale est ancrée, cette leçon nous invite à embrasser notre rôle de citoyens actifs, prêts à défendre l'égalité pour tous. Un deuxième enseignement est la puissance de la documentation et de la vérité. Les jumelles, avec une méthodologie presque scientifique, ont collecté des preuves, enregistrements, photos, témoignages, pour étayer leur récit. Cette rigueur a permis de contrer les tentatives de Philippe Beaumont et de ses alliés pour discréditer leur histoire. Dans une époque où la désinformation prolifère, cette leçon est cruciale. Appliquée à nos vies, elle nous encourage à chercher la vérité avec soin, à vérifier les faits avant de juger et à préserver des preuves lorsque nous sommes témoins d'une injustice. Par exemple, dans un conflit professionnel ou une situation de harcèlement, tenir un journal des événements ou conserver des échanges écrits peut faire la différence. La France, avec son attachement à la raison et à la transparence, valorise cette approche. Comme Amélie, qui a utilisé ses compétences d'encodage pour protéger les preuves numériques, nous pouvons mobiliser nos propres talents, qu'il s'agisse d'écrire, de filmer ou de témoigner, pour faire entendre la vérité. L'histoire met également en lumière l'importance de la solidarité. Sans le soutien d'Aïcha Koné, de Julien Moreau et de Clara Vasseur, le combat des jumelles aurait été bien plus ardu. Aïcha risquant son emploi pour fournir des enregistrements et Julien surmontant sa peur pour partager ses vidéos, incarnent l'idée que le changement naît d'une action collective. En France, la solidarité est une valeur fondamentale, visible dans les mouvements sociaux et les associations communautaires. Cette leçon nous pousse à être des alliés actifs. Cela peut signifier intervenir lorsqu'un collègue est injustement traité, amplifier les voix marginalisées sur les réseaux sociaux ou soutenir des initiatives locales pour l'égalité. Être solidaire, c'est reconnaître que l'injustice faite à autrui nous concerne tous, car, comme le disait Victor Hugo, l'injustice quelque part est une menace pour la justice partout. Un autre aspect frappant est la vision d'Étienne Dubois, qui a choisi la transformation plutôt que la vengeance. Plutôt que de licencier immédiatement les employés responsables, il les a intégrés au conseil de responsabilité, les obligeant à affronter les conséquences de leurs actes et à participer à la création d'un changement durable. Cette approche, centrée sur l'éducation et la réforme systémique, reflète une philosophie française qui valorise la rédemption et le progrès collectif. Dans nos vies, cela nous invite à privilégier le dialogue et la compréhension, même face à ceux qui nous ont fait du tort. Par exemple, au lieu de condamner un ami pour un commentaire maladroit, nous pouvons ouvrir une discussion pour l'éduquer. Cette méthode demande patience et empathie, mais elle peut transformer des relations et des environnements. Enfin, l'histoire d'Amélie et Sophie démontre que le courage individuel peut déclencher des changements systémiques. Leur refus initial de se plier à l'injustice a conduit à une réforme profonde d'Air France Étoile, influençant même l'industrie aéronautique française. Cette leçon est un rappel puissant. Nos actions, aussi petites soient-elles, ont un impact. Que ce soit en participant à une manifestation, en signant une pétition ou en éduquant notre entourage, chaque geste contribue à un mouvement plus large. En France, où l'histoire est jalonnée de révolutions nées de la volonté populaire, cette idée résonne profondément. Comme les jumelles, nous pouvons être les étincelles qui allument le feu du changement. En appliquant ces leçons, nous pouvons vivre de manière plus alignée avec les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Cela signifie être vigilant face aux injustices quotidiennes, armés de vérité et de preuves, solidaires avec ceux qui souffrent
ouverts à la transformation plutôt qu'à la punition et conscients de notre pouvoir d'influencer le monde. L'histoire d'Amélie et Sophie n'est pas seulement un récit de lutte, c'est un miroir qui nous renvoie à nos propres responsabilités. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un cadeau mais une conquête et que chacun de nous, à sa manière, peut y contribuer. Mes amis, si l'histoire d'Amélie et Sophie vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à votre propre rôle dans la lutte pour l'égalité, alors agissez maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien à leur courage et pour faire entendre cette histoire plus loin. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues. Chaque partage est une voix de plus pour la justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires, car ensemble, nous pouvons éclairer les vérités cachées et bâtir un avenir plus équitable. Et dans les commentaires, partagez vos propres expériences. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice? Qu'avez-vous fait pour la combattre? Vos récits sont précieux, car ils tissent la toile d'une France plus solidaire. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Soyez le changement que vous voulez voir, dès aujourd'hui.